rester dans cette logique de lobbying et parler de soft power. On a beaucoup parlé de vision, de récit, de narratif, un mot très à la mode. Donc, comment exercer les leviers du marketing au service de notre excellence technologique. Vaste sujet pour lequel j'appelle sur cette scène Pierre Lelièvre, Thomas Fauré et Xavier Desmaisons. On va rester un peu dans la même thématique finalement, on n'est pas si loin que ça. On va juste faire un petit tour de table rapide de présentation. Donc Thomas Fauré, bon, tu as parlé ce matin, donc tu t'es présenté. Moi c'est Xavier Desmaisons. Ça marche, ouais. Moi c'est Xavier Desmaisons, donc je préside un groupe de communication qui s'appelle Antidox et qui travaille pour une centaine d'entreprises en France. Merci. Et pour ma part, Pierre Lelièvre, je suis consultant au cabinet Vélite, qui est un cabinet qui accompagne les entreprises dans leur développement commercial, qui fait en gros de l'intelligence économique. Et je pense que je peux préciser, notre cabinet réalise depuis 3 ans une étude sur la contribution à la souveraineté économique des entreprises du CAC 40. Merci beaucoup. Alors, bon, je pose la question de manière très très ouverte et répond qui veut pour lancer le débat. Donc, comment exercer le levier du marketing au service de notre excellence technologique, sous-entendu en creux, qu'on ne les exerce pas, ou peut-être pas assez. Question très très ouverte. Allez-y. Oui, je vais. Selon moi, effectivement, comme le sous-titre l'indique, si on pense qu'on doit se battre à armes égales, entre guillemets, on a perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'argent aujourd'hui qui est en réalité alloué au marketing des solutions américaines en particulier. Et je lisais même pas plus tard qu'hier certains dire qu'en réalité la tech c'est une affaire de marketing. Alors ce n'est pas faux quand on voit effectivement la puissance et je suppose que vous avez regardé peut-être la dernière keynote Apple qui a été d'ailleurs très critiquée sur le fond parce qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, mais en revanche sur la forme c'est évidemment la grand-messe et on voit bien que c'est digne des plus grands événements. Moi je pense que pour nous battre contre cela, il nous faut trouver ce qui, dans notre culture européenne et française, diffère de ce qui est infusé comme culture au sein de ce marketing qui reste finalement très américain et qui américanise nos pratiques, nos usages, notre société. Je pense qu'il faut chercher la distinction. Voilà, c'est un début d'élément de réponse. Moi, si tu veux, j'ai une façon de définir le marketing un peu particulière. Pas comme un outil de communication une fois qu'on a pensé une tech ou développé une tech, mais comme inhérent à cette tech. Et là, je pense que dans notre culture, on rate quelque chose très souvent. On a quasiment la meilleure tech, ou la meilleure tech, ça a été dit, que d'autres acteurs. Parce que ce n'est pas toujours qu'une question de moyens, parce qu'il y a de la recherche publique. Donc si on part sur l'intelligence artificielle, Mistral fait des trucs incroyables, ils ont mis en ligne des choses hier, Bloom est une tech incroyable qui en laisse rien à un chat GPT. En revanche, à un moment donné, OpenAI arrive avec un produit et donc génère un usage. Et donc ils arrivent avec quelque chose de simple que n'importe qui peut utiliser, qui fonctionne et qui raconte une histoire et qui permet d'être utilisé, qui devient addictif, on le réutilise et qui suscite l'intérêt. Et une fois qu'on a ce produit-là, c'est ça le produit marketing, ça veut dire qu'on récupère 10 milliards de Microsoft et une fois qu'on a 10 milliards de Microsoft, on est dans une autre catégorie. Donc ça, c'est un sujet qu'on oublie souvent. On a notre tech, on est très fort, aux standards mondiaux, mais c'est au moment où on passe à la création d'un produit qui génère un usage, qui peut arriver qu'on manque le train, quoi. Et on en manque un certain nombre. On va pas refaire le match une énième fois.
Oui, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, c'est vrai que ce qu'on constate, nous, justement, dans l'étude dont je parlais par rapport à la contribution à la souveraineté économique des entreprises du CAC 40, c'est qu'on a des bonnes nouvelles. Dans cette étude, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'évidemment, ça pourrait faire une présentation entière. Néanmoins, ce sera une surprise pour personne. En ce qui concerne les mauvaises nouvelles sur la contribution, on a le fait que l'immense majorité des entreprises du CAC 40 bénéficient de solutions d'hébergement, qui est un thème qui nous a beaucoup concerné aujourd'hui, d'hébergement qui sont des solutions américaines, donc Microsoft, Azure, AWS, Google. Néanmoins, la vraie question, c'est on constate qu'on a des ingénieurs d'excellente qualité en France, on a des formations d'excellente qualité. Voilà, je ne vais pas refaire toutes les polytechniques centrales, etc. Donc la question, c'est finalement comment convaincre aussi finalement tous ces talents de ne pas partir outre-Atlantique. Et je pense, là on parle de marketing, donc peut-être que je dérive un peu, mais je pense que si on prend le marketing d'un point de vue global, je pense qu'il y a un marketing à exercer en fait au niveau de l'État et au niveau de la formation. C'est quelque chose qui est intégré dans le dernier rapport du Sénat sur l'intelligence économique, c'est vraiment de mettre des modules de formation à l'intelligence économique, mais je pense plus globalement aux enjeux de souveraineté dans l'intégralité des formations d'excellence françaises, que ce soit les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, également les écoles de la fonction publique, pour finalement créer en quelque sorte des synergies. Alors on est sur du long terme, mais qu'à un moment, finalement, ces ingénieurs, plutôt que de partir outre-Atlantique, pensent peut-être à demeurer dans l'Hexagone et aussi à participer aux constitutions de filières. Ouais. Oui, dans marketing, moi, il y a une autre façon d'approcher le sujet qui m'intéresse, qui est la recherche de la survaleur finale. Donc, si vous regardez OpenAI, la plupart des gens qui travaillent sur ce projet cherchent à développer une intelligence générale, une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire l'espèce de Graal. Voilà. C'est cette envie-là qui va faire qu'un certain nombre de techos vont entrer dans ce projet, vont être dedans. Ça peut faire peur, ce projet, et en même temps, il peut générer un effet important. Musk, on l'a vu, quand il intervient sur la batterie électrique, il ne vous parle pas de la tech de sa batterie électrique, il vous parle du réchauffement climatique, il vous dit qu'il va changer quelque chose. Pour l'instant, la tech française a trouvé un sujet qui est le sujet souverain, qui est aspirationnel. Donc voilà, on a cette niche-là qui est développée, qui est intéressante. Il y a probablement d'autres choses qu'il faudrait amener. OK, si on fait de l'IA, qu'est-ce qu'on veut faire à la fin ? Est-ce que c'est juste se défendre vis-à-vis des États-Unis ou avoir notre propre modèle ? C'est sympa, mais c'est insuffisant par rapport à des gens qui sont en train de dire « moi, je vais changer l'humanité, je vais faire un machin qui pourra calculer à notre place, qui va détruire le cancer ». Donc il nous manque un peu aussi, avec notre esprit critique très français, d'oser rêver un peu et de mettre du rêve là-dedans. C'est pas que du bullshit en fait, de se dire comment on entraîne les gens. Voilà. C'est aussi ça le marketing. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'est dit, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, je vais choquer probablement, à être américain en étant européen. C'est-à-dire que tout ce qui est bon et tout ce qui a permis le déploiement de ces solutions et de ces technologies dans le monde entier, il faut qu'on apprenne à le faire. Alors il y a un côté qui va avec effectivement le marketing, c'est le côté, et je pense qui a manqué à beaucoup de projets, qu'on appelle l'expérience utilisateur. Il faut qu'on apprenne ou qu'on s'efforce ou qu'on mette au cœur des conceptions des logiciels ou des produits physiques qu'on conçoit, j'allais dire quasiment l'élégance, c'est ce qu'a fait même Steve Jobs, l'expérience utilisateur, la facilité, l'ergonomie sont des sujets qui sont fondamentaux pour bien vendre. Parce que qu'est-ce qui nous est souvent ou parfois opposé quand on veut vendre un produit forcément qui est une alternative, on nous oppose l'argument en réalité que ça va être un effort supplémentaire à instaurer chez les utilisateurs finaux parce qu'ils sont très habitués aux outils américains. Ils connaissent déjà tous Teams, ils connaissent tous Facebook pour mettre Facebook Workplace, etc. Et ces arguments-là, il faut qu'on réussisse à les contrer en épousant les codes de ce qui existe aujourd'hui dans les usages particuliers, les usages en particulier personnels, et qu'il faut transposer dans tous nos outils, dans tous les produits aussi que nous développons, y compris les produits de couche plus basse,
je pense que c'est constitutif d'un marketing en fait qui est le prolongement de cette expérience utilisateur. D'accord. Mais alors, pourquoi est-ce que on n'arrive pas à se dire on va avoir des produits effectivement qui sont faciles à utiliser, qui ont une super UX, qui ont une super UI, parce que le grand génie de ChatGPT, ça a été de mettre une interface sur un outil qui existe depuis longtemps. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Oh, le génie de ChatGPT, c'est aussi d'avoir fait un chat, tout simplement, mais c'est surtout que les réponses sont pas mal quand même. Bon. Oui, mais ça existait, non, ça existait sur la version 3.0. Voilà. Ils ont mis une interface sur la 3.5 et là, tout d'un coup, ça a explosé. Oui, c'est vrai, absolument. Eh ben, c'est l'expérience utilisateur, c'est exactement ça. Votre question, c'est qu'est-ce qui nous en empêche ? Rien. Il y a de très bons produits aujourd'hui qui naissent en France et qui sont absolument du même niveau ergonomique. Simplement, toutes les entreprises, peut-être celles du passé, en particulier dans le logiciel, n'ont pas encore intégré ça. Certaines ne l'intégreront pas et donc ne finiront pas par survivre. Mais tous les projets, je dirais, modernes qui naissent mettent vraiment l'expérience utilisateur au cœur. Et je pense qu'on a bien appris de ça. Et je pense qu'on est capable d'aller conquérir des marchés internationaux très vite, en ayant enfin compris ce point fondamental. Ouais, si tu veux, il y a quand même une courbe d'expérience, c'est-à-dire qu'on a raté beaucoup de trains, il y en a qu'on a vraiment raté, l'ordinateur, le téléphone mobile, on était là, l'Internet, on était là, on a vraiment raté. On voit que dans les dernières années, sur le cloud, sur la cyber, il se passe des choses. Donc il y a une courbe d'apprentissage de toute la communauté, et ce genre d'événement en fait partie, d'identifier un certain nombre de points. Ce point marketing, il est souvent considéré comme super trivial et accessoire à avoir une bonne tech, à avoir fait du bon code au sens puissance de l'outil. En fait, il est possible que la clé, en tout cas pour faire une belle entreprise, ça soit d'abord de penser l'usage. Bon, c'est vraiment de la tarte à la crème ce que je dis, mais... Oui, c'est pas si évident que ça, visiblement. Et en fait, ça veut dire pas le mépriser, ça veut dire mettre les gens qui sont dessus, ça veut dire aussi une culture de start-up qui apprend de ça. Les États-Unis ont une avance là-dessus, ils en sont à leur 6e ou 7e génération de start-upers. Donc c'est aussi cette culture-là qui est en train de s'intégrer et qu'on voit dans pas mal de projets. Hein. Donc, Mais on voit, là, quand je relis le texte ici, il y a certes le marketing, mais il y a aussi deux mots qu'on a entendus beaucoup ce matin, la vision, le récit narratif, d'ailleurs, bon, voilà, pléonasme. Mais est-ce qu'aujourd'hui, typiquement, on voit beaucoup d'entreprises avec des raisons d'être, c'est la loi Pacte, qui racontent une histoire. Et est-ce que cette histoire, d'après vous, peut, à terme, participer d'une vision et emporter ou créer du désir, parce que c'est ça l'enjeu au final, auprès de tout à chacun. Oui. Je pense qu'il y a un levier sur lequel on peut jouer en restant justement sur cette dimension vision, récit narratif, mais aussi marketing, et qui est en fait un levier tout simple. C'est finalement le levier du Made in France, qui, je pense, est quand même devenu quelque chose de beaucoup plus vendeur aujourd'hui. On voit aujourd'hui la souveraineté n'est plus un gros mot, contrairement à ce que ça a pu être pendant des années. Et d'ailleurs, voilà, des événements comme celui d'aujourd'hui le démontrent bien. Le succès d'initiatives globalement comme Souverainetech le démontre bien. Le succès même, un peu plus globalement, de chaînes YouTube comme Thinkerview, qui ont aussi, je pense, beaucoup participé à populariser finalement ces dynamiques-là. Et donc, une autre initiative intéressante, d'ailleurs, qui démontre bien une adhésion au Made in France, c'est le salon du Made in France qui est organisé depuis une dizaine d'années. Un salon qui, il y a 10 ans, à sa première organisation, avait 10 000 participants et qui, lors de sa dernière édition l'année dernière, en avait 100 000. Donc bon, on est encore loin du niveau du salon de l'agriculture ou du salon du Bourget. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a une dynamique, peut-être des citoyens, d'aller vers des solutions françaises, en fait, 100% françaises, avec cette volonté aussi de participer peut-être à la structuration d'une filière derrière. Et je reprends ce que je disais au démarrage. Si on a finalement si on arrive à mettre dans la tête des étudiants et des professionnels de demain toutes les dimensions d'extraterritorialité américaine, et tous les risques inhérents finalement à cette législation, je pense que ça peut aussi participer finalement à emmener les gens, que ce soit professionnellement, mais aussi dans leurs usages, en se disant finalement mes données, peut-être que j'ai envie qu'elles soient hébergées par une solution souveraine, parce que j'ai envie d'être attaché
à la législation de mon pays et pas forcément d'être dépendant ou d'outre-Atlantique. Bon, à autre point de vue, ce matin, une intervenante a dit très justement il faut qu'on revienne à la notion de progrès, montrer ce qui va aller mieux. Et la tech devrait être un facteur qui va amener du mieux. Et c'est pas ce qu'il y a toujours dans les discours défendus par les acteurs ou ce qu'on peut avoir dans l'air du temps. Il y a aussi beaucoup de peur. Donc ChatGPT, ça commence à nous faire peur. Est-ce que ça va faire perdre des emplois? Est-ce que ce logiciel, il va nous pomper nos datas? Enfin, et donc on a quand même beaucoup de visions négatives, ce qui est assez légitime. Les acteurs qui défendent leur filière doivent aussi amener leur vision positive et amener des preuves de points positifs qui vont pouvoir amener. Ça, c'est un vrai sujet, encore trop peu abordé. Et d'une certaine manière, si on s'occupe seulement de dire on a besoin de notre tech pour nous et pour être indépendant, encore une fois, c'est bien et c'est indispensable, mais ça ne suffit pas à générer une envie, un enthousiasme qui peut porter les projets. Oui, compléter un peu sur le récit. Moi, je voudrais dire aussi que le récit sur lequel nous devons, quand on est chef d'entreprise ou directeur marketing ou à la charge de la stratégie d'une boîte, ou même quand on invente un projet, ce récit, il doit traduire notre ambition avant même d'être un récit un peu fictif qui ne serait là que pour soit attirer les talents, soit attirer les consommateurs. Je pense que les gens, d'une façon générale, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles, et en particulier les clients. Il doit y avoir, et c'est ça qui est moderne aujourd'hui, je pense, une adéquation entre la mission que se donnent les fondateurs d'une entreprise, celle qui est prolongée par tous les collaborateurs qui y travaillent, externes ou internes, et par les clients qui viennent souscrire aussi à une idée, et souvent une mission simple. Et d'où les entreprises à mission d'ailleurs. Mais moi je comprends parfaitement ce qu'est une entreprise à mission, je vois bien en quoi c'est adapté pour certaines, mais moi j'ai une conception où j'imagine que toute entreprise est une entreprise à mission. Et on est aujourd'hui on voit les jeunes sont très attachés à ça. Alors on appelle ça la quête de sens. Pour moi je ne sais pas trop ce que veut dire la quête de sens, mais quand on creuse un peu, on voit bien que chacun a besoin quand même de répondre à la question simple qui est de dire je sers à quoi? Je sers à quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis fier de moi à la fin de ma vie ou à la fin de ma journée? Voilà. Et ça, je pense que les entreprises doivent être un lieu de réponse et que la façon d'entreprendre à la française doit permettre cet enthousiasme qui a vu naître dans le passé beaucoup de projets, beaucoup d'innovations. Quentin le rappelait tout à l'heure, le nombre de Français qui ont inventé des choses formidables, etc. Voilà. Je pense qu'il faut un marketing positif. Merci. Pierre, tu veux rebondir sur ce marketing positif? Oui, je voulais juste rebondir parce que ce que tu disais par rapport aux entreprises à mission et que toutes les entreprises sont des entreprises à mission. Pour moi, il y a un vrai rôle des grosses entreprises à ce sujet-là. Et c'est ce que je disais en propos introductif un petit peu. Le fait de voir que les grands groupes du CAC 40 utilisent des solutions américaines est, je pense, un très mauvais exemple finalement pour des petites et moyennes entreprises lorsqu'elles vont être amenées à choisir des solutions numériques. Et je pense qu'il y a vraiment une nécessité de comprendre à l'échelon des grandes entreprises qu'ils ont réellement un rôle de meneur, en fait, de chef de file, et qu'à partir du moment où des grosses entreprises vont réellement passer des contrats avec des entreprises de la tech françaises et communiquer finalement de manière assez importante sur ce sujet-là, je pense qu'il peut aussi y avoir un mouvement qui va être amené par des décisions de la sorte. Alors sur l'IA, justement, tu vois, les grandes entreprises vont avoir un rôle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on refasse la même scène qu'on a eue en 99-2000 et celle qu'on a eue dans les 10 dernières années, les barbares de la tech vont trucider les vieilles entreprises traditionnelles. Et sur l'IA, on est parti pour avoir un discours assez similaire. Sauf que on s'est aperçu finalement les grandes entreprises françaises, grosso modo, ont survécu aux fameux barbares, elles sont adaptées, elles ont intégré la tech, elles en ont fait quelque chose. Et l'écosystème français, et élargi, va participer à ça, à fournir de l'algo, faire du conseil, fournir de l'infra.
Et donc c'est aussi aux dirigeants des grandes entreprises de faire travailler ces écosystèmes pour s'adapter et éviter de nous faire refaire le 3e film qui va être les barbares de l'IA vont disrupter les emplois des Français. Ce qu'on commence en train de se profiler. Le discours qui est en train de se profiler très légèrement, mais ça vient. Voilà. Les récents événements type Kantar, etc., vont un peu dans ce sens-là. Et justement, alors, est-ce qu'il n'y a pas, quelqu'un a évoqué ça ce matin, justement, c'est-à-dire que la tech, on est tous ici des enthousiastes de la tech, je pense, ou pro, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte de dépit à la fois du progrès qui serait incarné par la tech et aujourd'hui par l'IA. Donc il n'y a pas ce déficit finalement auprès de la majorité de ça. Si, totalement. Je pense que c'est quelque chose, ça a été répété aussi de nombreuses fois aujourd'hui. Il y a un vrai problème de défaitisme ambiant, je pense, en France à ce niveau-là. Et finalement, si on regarde un peu notre histoire, on voit que si on avait si on avait eu ce défaitisme, ce défaillisme un petit peu à travers notre histoire, il y a plusieurs choses qu'on n'aurait pas réalisées. Alors, on pense évidemment au programme nucléaire, on pense à l'aviation. Dernièrement, je lisais dans un livre qu'en 1662, la marine nationale avait 30 navires et était une marine totalement pas du tout à niveau, et que voilà, avec les décisions Colbert, avec un mouvement qui a été emmené, 30 ans plus tard, c'était la 2e marine du monde. Donc il y a vraiment toujours une possibilité, je pense, de pouvoir avancer dans cette direction, mais il faut réussir à aussi prendre conscience de tous nos talents et de toutes nos chances, et peut-être que au niveau des pouvoirs publics, il n'y a justement pas cette notion-là, et peut-être une notion un petit peu de c'est trop tard, et quoi qu'il arrive, nous serons un peu les perdants. Alors, ça reste le boulot des dirigeants d'entreprises ici et ailleurs, hein, de défendre la valeur qu'ils amènent et de la trouver et de la défendre. La tour Eiffel, elle ne s'est pas construite facilement. Eiffel, il a dû y mettre toute sa force, une partie de sa fortune, parce que beaucoup de gens la trouvaient moche, la trouvaient inesthétique par rapport à ce qu'est Paris, le Paris traditionnel. Enfin, donc c'est cette histoire de l'innovation, la peur du progrès, elle a existé, y compris à un moment où la France était un des fers de lance absolus du progrès, ce moment de la belle époque. Enfin, donc on l'a aujourd'hui, c'est aux dirigeants d'avoir un travail sur leur discours, les preuves, qu'est-ce qu'ils peuvent amener de positif, et puis de convaincre, parce qu'effectivement il y a aussi des techs qui servent à rien, il y a aussi des techs qui nuisent, voilà, on l'a vu maintenant. Toi, tu développes, c'est une banalité aussi, mais tu as toujours développé cette couche-là sur ton projet. Mais donc, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que globalement les récits, le marketing américain a toujours été beaucoup plus efficace pour toutes les raisons qu'on a expliquées. Aujourd'hui, on reviendrait, il y aurait une prise de conscience que le marketing c'est important, avoir des récits, des narratifs pour vendre. Encore une fois, un produit, un usage, un désir, c'est important. Ça, est-ce qu'il n'y a pas ce risque, encore une fois, peut-être d'en faire trop? On parlait des startups, et c'est vrai que pendant un moment, tout le monde voulait changer le monde. Mais tu fais quoi? Je fais du jus d'orange, mais plus vite que les autres. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une petite ligne de crête qui n'est pas encore bien franchie? Et pour le dire autrement, sans faire du défaitisme, est-ce que les marketeurs américains sont meilleurs que les Français? Voilà, il faut le dire. Question. Je pense que... Pour relancer le débat. Oui, non, mais je pense que la question... Enfin, la réponse se situe un petit peu en dehors du champ de la question. C'est-à-dire que on doit réussir à inventer un marketing français ou un marketing européen. On doit, certes, nous inspirer des efforts et du génie de certains grands marketeurs américains, mais enfin, tout de même, je voudrais vous rappeler que ça n'a pas toujours été tout rose non plus. Apple était au bord de la faillite parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à trouver le bon prix pour vendre leurs ordinateurs avant le retour de Steve Jobs. Enfin, c'était pas si simple, hein. Mais c'est vrai qu'il y a eu en tout cas beaucoup d'argent consacré à cela, et je pense que les entreprises françaises, de ce point de vue-là, ne risquent pas d'en faire trop, parce que peut-être que les dirigeants
et ceux qui les accompagnent commencent à comprendre la nécessité de vendre au monde ce que nous faisons. C'est moins le cas des fonds d'investissement et des gens susceptibles de financer nos entreprises. Et là-dessus, on a toujours un retard considérable, surtout en matière de technologie. Donc non, pas trop de risque d'en faire trop, selon moi. En faire trop, c'est dans le faux, en fait. Oui, c'est ça. Donc, la ficelle de « je change le monde », déjà, elle fonctionnait pas très bien avec Jobs, parce qu'un iPhone n'a pas vraiment changé le monde. Enfin, Si. Alors là, pour le coup, si. alors disons qu'elle fonctionne, mais une partie de la tech s'est aperçue pendant le Covid, et Peter Thiel et d'autres, qu'ils n'avaient pas non plus de masque, ils n'avaient pas non plus de vaccin, en tout cas au début, que la tech était passée un peu à côté. C'est la fameuse phrase de Peter Thiel, qui est un des grands, qui est le patron, qui est le créateur de Palantir, qu'on a évoqué d'ailleurs, qui disait on voulait des voitures volantes, on rêvait de voitures volantes, et on a eu 140 caractères, entre guillemets, on a eu Twitter. Et donc son boulot, il a toujours considéré que c'était entrer dans le dur, et de vraiment changer fondamentalement les conditions de vie du monde, quoi. Donc non, on n'est pas nul. Une partie d'ailleurs du marketing de Steve Jobs, c'est Jean-Marie Dru, c'est l'école de la disruption, et tout ça est aussi assez français. Donc je ne pense pas qu'il faut opposer France-Amérique là-dessus. Il y a des dirigeants qui savent raconter leur histoire, montrer trop et réfléchir, passer une partie de leur temps à réfléchir aux preuves de ce qu'ils amènent, d'identifier leurs valeurs, et puis de se battre un peu pour la porter. C'est du travail, en fait, hein. C'est uniquement du travail. Beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, à fond. Oui, bonjour. Moi, effectivement, j'ai passé 15 ans chez un superscaler américain. On a été biberonné pendant 15 ans au marketing, l'expérience client. Je suis sorti de cette entreprise et j'ai eu l'impression finalement d'avoir fermé la porte d'une secte. J'exagère pas quand je dis ça, encore une fois. Il y a quelque chose, en tout cas, j'attends votre confirmation, il y a quelque chose que, par contre, qu'on ne peut pas leur enlever dans tout ce que j'ai appris chez eux, c'est qu'ils osent. Et quand je dis ils osent tout. C'est ça qu'on les reconnaît, non ? Ouais. Ah, exactement. Et je vois que tu as la référence. J'ai osé aussi pour eux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on est dans un système où le narratif est très, 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 très important. Aujourd'hui, moi, j'accompagne les dirigeants de PME, PMI sur justement leur développement commercial. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas, et je reprends les mots qui ont été dits tout à l'heure, ils n'osent pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres, ils n'osent pas dire qu'ils ont une technologie qui est disruptive, ils n'osent pas dire qu'ils ont des différenciants par rapport aux autres, ils n'osent pas dire que la concurrence sont plus mauvais sur tel ou tel sujet. Voilà. Et c'est pas juste un narratif, c'est juste oser. Avec ses propres mots, il y a des chefs d'entreprise qui sont très bons pour communiquer, il y en a qui sont moins bons pour communiquer. Le narratif, c'est autre chose. Enfin, l'histoire du garage, vous savez, les mecs qui développent dans le garage. Moi, si demain, les services secrets me mettent sur un projet, je développe dans mon garage. Hein. Ils ont tous fait comme ça. Enfin, prenez Google, Oracle, etc. L'histoire du garage, on la connaît tous. C'est juste un vrai narratif, quoi. Voilà. Donc, il y a des chefs d'entreprise qui sont bons là-dedans. Il y en a qui ne le sont pas. Par contre, effectivement, moi, ce que j'attends, ce que je souhaiterais, c'est que les chefs d'entreprise français osent, mais osent vraiment. Voilà, osent tout dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est ma question. En plus, je vois qu'il y a un président et un CEO. Donc, est-ce que vous osez ? Non, y compris dire des choses qui sont de la projection, de la vision, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas là. Alors moi, je ne peux que souscrire. D'abord, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est aussi un témoignage intéressant. Oui, il faut oser. Alors, vous savez, oser, ça veut dire qu'on prend des risques. On prend des risques, malheureusement, de déplaire aussi. Mais bon, paraît-il, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'ont pas d'ennemis. Donc quelque part, voilà, c'est... Moi j'encourage effectivement tous les chefs d'entreprise, tous les politiques, tous les dirigeants à oser. Et tous les fonctionnaires aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire dans la fonction publique. Hein. Je regarde certains, mais voilà. Oui, alors une fois qu'on a osé, il y a et c'est encore une histoire de travail finalement. Une structure marketing ou commerciale, ça s'organise et les hyperscalers ont des capacités commerciales hyper puissantes, des slides très bien faits, des offres qui arrivent très vite,
des trucs qui ont été réfléchis pour être adaptés, des commerciaux formés, des stratégies à différents endroits de la cible commerciale. Enfin, ouais, c'est du boulot. Et c'est vrai que le dirigeant ou la dirigeante, souvent, s'il est en train de bosser sur sa tech et qu'il n'est pas en train de bosser sur son marketing ou son truc commercial parce que c'est peut-être moins bien que d'être meilleur avec une meilleure tech, il est en train de passer à côté peut-être de l'histoire qui va lui permettre d'avoir des clients, de tester des choses, de faire de l'usage et du coup d'avoir une visibilité qui va lui amener de la banque, de la finance, etc. Bon, c'est toujours hyper simple à raconter puisque le problème du dirigeant ou de la dirigeante, c'est qu'il a toujours que 24 heures dans sa journée et qu'il va au plus court et qu'il prend quand même beaucoup de portes en général au visage, d'où le côté osé. Voilà. Donc bon, ça c'est des sujets. En tout cas, il y a probablement quelque chose qui est sous-utilisé et sous-estimé, c'est cette partie d'organisation de sa force et de sa puissance commerciale et de sa projection par rapport à peut-être le travail fondamental sur le produit. Ouais. Je sais pas si tu voulais... Je laisse les CEO répondre à ce genre de questions. Ça veut dire aussi créer des endroits où on va pouvoir aider les dirigeants à exposer ça. Les grandes entreprises sont assez bien organisées en France pour pouvoir présenter leurs dispositifs. Bon, la PME et l'ETI est souvent un truc un peu moins bien traité, qui aime bien vivre pour vivre caché, souvent en région, et donc j'ai pas forcément envie de m'exposer trop. Donc il y a toute une culture à mettre en place et aussi des médias à développer, des plateformes. Souverain Tech pourra en faire partie pour pousser ces projets. Merci. D'autres questions ? Oui. Oui, bonjour et merci d'avoir placé le marketing finalement dans le débat. Je suis moi-même professeur de marketing, donc très attentif à tout ce que vous avez dit. Je voudrais revenir sur le problème de la souveraineté, qui était finalement au cœur de nos débats. Moi, je pense que le marketing peut aider à vendre la souveraineté si le marketing renoue avec sa mission première, qui est de s'intéresser aux finalités et non pas uniquement aux moyens. Si on considère la souveraineté comme une finalité, on ne parviendra jamais à la vendre. Par contre, dès qu'on aborde la souveraineté, finalement, comme le font dans tous les exemples que vous avez cités, finalement, que nous disent les Américains ? Ils nous disent que, chacun avec son projet, la souveraineté, c'est un moyen de promouvoir un vivre mieux, conforme à leurs valeurs et aux souhaits de leurs concitoyens, clients ou consommateurs. Eh bien, finalement, c'est assez simple de vendre la souveraineté d'un point de vue marketing. C'est d'expliquer que sans souveraineté, cette promotion d'un vivre mieux n'est pas possible. Et qu'il vaut mieux qu'elle soit conforme à nos valeurs et aux souhaits finalement de nos concitoyens ou de nos clients quand on est une marque. Et je crois que pas mal de clients savent bien ou réalisent bien qu'au fond, on ne peut pas promouvoir ces comportements si on n'est pas souverain. Et donc, la vision que vous proposez, vous, est-ce que finalement elle ne devrait pas s'inspirer tout simplement d'une idée qui n'a rien d'original, qui est très très simple. Intéressons-nous aux finalités et cessons et c'est très intéressant hein, parce qu'on l'a fait toute la journée, hein, mais cessons finalement de se battre pour une souveraineté qui en soi n'est qu'un moyen, mais qui n'est pas la finalité. Non mais ça me fait réfléchir, il faut réfléchir un peu. C'est le problème de ce colloque, il y a des trucs trop intelligents. C'est ça. Je sais pas si je suis d'accord avec le fait que ce soit simplement un moyen. En tout cas, oui bien sûr, mais là où on en est aujourd'hui, et en matière technologique, c'est clairement une finalité aujourd'hui. Au moins recouvrir par principe en fait, même sans finalité... Derrière, alors sur le marketing de la souveraineté, c'est une vraie question. Moi, je me la pose tout le temps parce que clairement, nous, on fait le marketing de la souveraineté et comme on s'adresse à des marchés qui sont du B2B, ce que l'on voit, c'est un alignement de planètes assez clair où dans certains domaines, et en particulier les domaines stratégiques de défense et de gestion de données sensibles, la notion de souveraineté s'impose. Et elle s'impose par la réglementation, nous l'espérons, par les qualifications. Et donc, il faut une offre qui réponde à ça. Voilà. Par ailleurs, il y a pour moi, dans ce marketing de la souveraineté, une proximité immédiate, et certains acteurs qui ont pris la parole ou qui sont dans la salle en témoignent, avec la cybersécurité, qui par ailleurs
devient un domaine d'excellence en France, et en particulier en Bretagne, puisqu'on est en Bretagne. Et donc il y a une... Alors c'est pas la même chose, bien sûr, mais il n'y a pas de souveraineté technique ou technologique sans maîtrise de ce nouvel espace qu'est le cyber, et donc sans cybersécurité. Et donc, un moyen de faire ce marketing de la souveraineté, c'est aussi promouvoir des produits qui font la preuve de leur sécurité et qui font la preuve par la technique. Merci Thomas. Un dernier mot, parce que le temps passe très 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 vite, trop vite, entre gens intelligents comme vous. Un dernier mot sur est-ce qu'il faut faire du marketing, est-ce que de la souveraineté, est-ce que c'est un pari gagnant? Voilà, je pose la question sur le long terme, parce que les mots que j'entends, c'est toujours régulation, contrôle, sécurité. Point de vue grand public, peut-être un peu... Je pense qu'il faut mettre... Je pose la question. Hein. Oui. Non. Mais je pense qu'il faut mettre, et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, je pense qu'il faut mettre en avant finalement les avantages potentiels de cette souveraineté et surtout tout ce qu'on a perdu en fait dans cette... Ça, on l'a bien fait depuis ce matin. Non, mais on l'a bien fait. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être totalement intégré au marketing aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose... Enfin, comment dire, les crises aujourd'hui qu'on a parcouru et qu'on parcourt encore, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre en Ukraine, et qui nous ont fait prendre conscience finalement de cette perte de souveraineté massive, en tout cas qu'on fait prendre conscience à une partie plus importante de la population, je pense que ce sont des éléments qui aujourd'hui peuvent totalement s'intégrer dans une stratégie marketing, en considérant la souveraineté finalement aussi comme... à la fois comme un moyen et à la fois comme une fin, notamment dans le domaine du numérique. Ouais. Donc, est-ce que la souveraineté, est-ce que ça a fonctionné pour l'instant d'utiliser la notion de souveraineté pour faire avancer ses business? C'est pas sûr que ça ait très bien fonctionné pour l'instant. Est-ce que c'est pertinent de l'avoir fait stratégiquement pour un certain nombre d'entreprises? Très probablement oui, parce qu'il y a certains types d'industries dans l'état dans lequel elles sont vis-à-vis d'un type de marché, d'une type de concurrence. C'est un narratif qui est super pertinent et qui a son efficacité. Est-ce que dans l'IA, c'est là-dessus qu'il faut commencer? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des choses où on n'en est pas encore là. Vous voyez. Donc tout doit se réfléchir en fonction de là où on en est et du type de business dans lequel on travaille. Alors ça nous ramène à la question des finalités. Et la finalité quand même à la fin, c'est que la souveraineté n'est qu'une histoire de gestion de ses dépendances. On est dans un monde interdépendant, on aura des dépendances et on en a, et c'est heureux d'une certaine manière aussi de pouvoir avoir des amis qui font mieux de certaines choses, c'est la vie. Donc la question c'est quelles dépendances on décide de conserver et lesquelles on décide de pas du tout avoir. Et là le droit est intéressant et c'était un peu le sujet de la journée. C'est clair. Mot de conclusion, mot de fin. On n'a pas d'amis. On n'a que des alliés. Merci beaucoup, messieurs, pour cette table ronde.